Bienvenue à tous et merci de nous suivre ce soir sur la télévision nationale. Les titres de ce 20h. Le gouvernement face à la presse, un rendez-vous que Alain Orula, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, accorde désormais aux journalistes. Plusieurs sujets d'actualité ont été évoqués à l'occasion de ce premier rendez-vous. Les détails dans quelques secondes. Le général Faletti, ce chef de file de bande de malfaiteurs arrêté par la police républicaine, il sera présenté à la justice. Les responsables de la police républicaine ont rendu l'information publique ce vendredi à Cotonou. Et puis nous allons également visiter dans ce 20h des chantiers du projet asphaltage. Ghislain Koguet nous amène aujourd'hui au quartier Akpakpa à Cotonou. Mettre à la disposition des professionnels des médias des informations de première main exemptes d'inexactitude et de manipulation. C'est dans cette optique qu'a eu lieu ce vendredi le premier rendez-vous que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, accorde désormais aux journalistes. Alain Orula a abordé les grands événements de ces dernières semaines sans tabou et sans langue de bois. James William Bagidi, Ramatoulawani et Rodrigue Blandoumet nous en disent plus. Plusieurs dizaines d'acteurs des médias tout à fait studieux, des membres du cabinet ministériel, des patrons de presse. La salle retenue pour la circonstance était presque devenue trop exiguë, le temps d'une conférence de presse d'exception. Le gouvernement face à la presse, c'est la dénomination retenue, parler en toute vérité de tout ce qui concerne la marche du Bénin vers le développement, et pas seulement, c'est l'intention annoncée. De fait, Alain Orula, porte-parole du gouvernement, aborde l'exercice sans coup férir et sans omettre ses vœux de nouvel an. C'est un cadre de collaboration honnête parce que vous, professionnels des médias, vous avez besoin d'avoir la bonne information afin de relayer, de participer également à construire la nation nouvelle que nous appelons tous de nos vœux afin de limiter les effets pervers de ce qu'on appelle les fake news, la désinformation et l'intoxication qui sont récurrentes et qui sont généralement l'œuvre des ennemis du développement. Et que cette année 2020 soit aussi et surtout l'année de la consolidation des acquis du peuple béninois, de notre peuple, qui a eu l'inspiration de porter à sa tête depuis avril 2016 un visionnaire, un passionné de développement qu'est le président de la République, le président Patrice Talon, qui, avec son gouvernement, œuvre courageusement et inlassablement pour l'amélioration des conditions de vie des Béninois les plus démunis. L'occasion est aussi toute choisie pour revenir sur le bilan à mi-parcours de l'action gouvernementale. La devise, c'est de faire reculer la pauvreté, de lutter contre la pauvreté, mais pas contre les pauvres, comme beaucoup ont pu le prétendre. C'est un travail méthodique qui impacte tous les secteurs de notre pays, qui impacte la vie de chaque Béninoise et de chaque Béninois. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les fruits de ces efforts inlassables commencent à être perçus, ou en tout cas, commencent à être perceptibles. L'année 2019 a permis, par exemple, de doter 51% de nos écoles maternelles de cantines scolaires. Avant l'avènement du régime de la rupture, un budget de 1 milliard était consacré à ces cantines scolaires. Cette année, nous parlons de 15 milliards qui ont été mobilisés pour faire face à cet impératif. Au titre de ces acquis, nous avons la résorption du déficit d'enseignants. Nous avons le plan d'urgence de relance stratégique du secteur de l'éducation et nous avons plus récemment, puisque le président de la République a installé le mardi dernier, le mardi 21 janvier 2020, le Conseil national de l'éducation
qui est l'aboutissement d'un processus engagé depuis 3 ans et qui est la preuve de ce que l'éducation de nos enfants, des plus petits aux plus grands d'ailleurs, est une priorité, est au cœur de l'action du gouvernement. Au titre de ces actions, après ce que je viens d'énumérer, nous avons notre ambitieux projet ARCHE, Assurance pour le renforcement du capital humain, dont vous connaissez la déclinaison, qui est rentrée dans une phase pilote l'année dernière et dont le peuple béninois attend en toute légitimité la généralisation au cours de cette année. Cela sera effectif, le gouvernement y travaille. Vous constaterez que plusieurs de nos villes connaissent une transformation du paysage avec le projet asphaltage que vous connaissez tous et que vous voyez tous les jours, quels que soient les quartiers où on est, à Cotonou, à Abomey, à Porto-Novo, à Boycon ou à Parakou. Ce projet naît, grandit et vit et transforme le paysage urbain. Nous avons entamé la gestion moderne des déchets ménagers solides avec un plan d'assainissement du cadre de vie sur la base d'un programme ambitieux que le gouvernement a financé. La construction des marchés urbains, des marchés modernes pour améliorer les conditions de travail de nos frères et sœurs, de nos mères qui sont dans les marchés, pour leur permettre d'atteindre un degré d'efficacité connu dans les grands pays. En matière d'accès à l'eau potable, le très ambitieux programme qui permet de doter toutes les localités de notre pays d'un plan afin que chaque Béninois à l'horizon 2021 puisse avoir de l'eau potable. C'était un drame dans ce pays pendant de nombreuses décennies. Et dès à présent, je puis vous dire que ces souffrances sont conjuguées au passé dans bien des localités. Des projets de construction du réseau routier et autoroutier. Des chantiers sont lancés partout, ont démarré. Et d'autres sont en cours de lancement. Nous avons pu doter notre pays d'une centrale thermique de 127 MW sur le site de Maria Glita, dont vous, journalistes, vous connaissez l'histoire, ou plus exactement l'historique. Ce site construit a permis de régler les difficultés de délestage que nous connaissions les années passées, ou je dirais naguère, et qui sont définitivement conjuguées au passé, que le gouvernement du Bénin, en moins de 2 ans, a remboursé toute la dette qu'elle avait à l'égard de la CEB, soit une ardoise de 65 milliards de francs CFA cumulés sur des décennies. C'est vous dire que le Bénin avance. Des réponses satisfaisantes et un empressement non fin pour un nouveau rendez-vous déjà fixé au mois de février 2020. Le gouvernement face à la presse, c'est donc le nom donné à cette séance d'échange entre le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et les hommes des médias. Plusieurs questions lui ont été posées à cette occasion. Je vous invite à suivre ici quelques séquences de cette séance de questions-réponses. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où certains organes de presse sont en train de fermer, certains médias ont également fermé, sans compter également des interpellations sur la base de la loi du code du numérique. Vous, en tant que ministre tutelle des professionnels des médias, en quoi est-ce que cela vous préoccupe et qu'est-ce que vous comptez faire pour pouvoir permettre à ce que la liberté d'expression, qui depuis ces derniers jours est également tassée de prendre du recul, soit véritablement redorée dans son blason? Je pense que vous êtes allé trop vite en besogne pour dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Bénin. La liberté d'expression, elle est garantie par la Constitution et par les lois applicables en République du Bénin. Mais la liberté d'expression, ce n'est pas sans limite. La liberté d'expression s'exerce dans le cadre des autres lois de la République. Et dans ma position, passée comme actuelle, parce que moi je suis un fervent utilisateur de la liberté d'expression, je ne permettrai jamais que cette liberté d'expression soit mise en veilleuse. Maintenant, si des citoyens
parce qu'ils n'ont pas compris le sens juridique, légal de cette liberté d'expression garantie par notre Constitution, s'en servent pour diffamer, s'en servent pour calomnier. Autant d'infractions prévues également par les lois de la République. Si quelqu'un se lève pour dire, vous, chers amis journalistes, alors que vous êtes dans une belle conférence aujourd'hui, il va vous dénoncer pour dire que vous étiez en train de vous livrer à une activité illicite. Ça s'appelle de la diffamation. Vous déposez plainte, ben, les juges vont constater qu'il diffame sur votre compte et vont le sanctionner. Pour les organes de presse qui ferment, le gouvernement n'a jamais envoyé un décret pour dire fermer. Si, malheureusement, un titre ferme parce qu'il ne vend pas assez ou parce qu'il n'a pas les moyens de payer son personnel, ce n'est pas encore imputable au gouvernement. Mais je vous promets, puisque vous dites qu'on est en bonne compagnie, que mes services attendent de voir ces dossiers et ces réclamations, et que s'il y a des anomalies, nous jouerons notre partition. Puisque vous avez parlé de démocratie et avez bien su présenter le Bénin en tant que bel exemple de démocratie en Afrique, depuis hier, on est informé d'un classement qui fait dégringoler le Bénin, qui fait perdre 16 places au Bénin, des pays les plus démocratiques en Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne sais pas quel indice permet de penser que le Bénin a mauvaise presse ailleurs. Il n'y a aucun élément de mesure. Mais ce n'est pas parce que ce Bénin aurait mauvaise presse dans la bouche des mécontents du régime qui mènent tout aussi inlassablement une campagne de dénigrement que cela empêche le développement de se faire. Cet indice qui nous déclasse est à mettre en rapport avec les progrès que nous avons faits dans le cadre de la lutte contre la corruption. Parce que là, le Bénin a été très bien classé. Nous acceptons ce résultat. La situation de Savais. Où en sommes-nous et quelle est l'évolution de la situation? Nous avons ouï dire que le général autoproclamé Faletti a été interpellé. Qu'en est-il en réalité? S'agissant de la situation de Savais, des fauteurs de troubles, des délinquants, qui, lors de leur interpellation, délinquants avérés, décident d'ouvrir le feu sur les forces de sécurité. L'État béninois est démocratique, il est républicain, et le gouvernement a le devoir d'assurer la sécurité de tous les Béninois, de tous les compatriotes. Je connais très bien la situation. Vous avez parlé d'un général autoproclamé, alors qu'il y a une armée régulière. Donc ce genre de comportement est intolérable et l'État a raison d'y mettre un terme. L'État aurait eu tort de ne pas y mettre un terme. Monsieur le ministre, vu les attributions du Conseil national de l'éducation, est-ce qu'il n'y aurait pas de conflit d'attribution entre ce Conseil et les ministères en charge de l'éducation à l'avenir? Le CNE, on a commencé à travailler là-dessus, nouvelle formule, depuis 2018. Donc, on a réfléchi à tous les contours, de sorte qu'il ne peut être craint que le CNE marche sur les attributions, par exemple, des ministères. Nous en avons fait l'organe suprême de l'éducation. Le CNE est présent sur les questions de mutation du personnel enseignant. Le CNE définit le contenu de l'enseignement, de la carte scolaire. Le CNE a un budget autonome et a son mot à dire sur les questions, toutes les questions majeures concernant l'éducation. Retenons que c'est l'organe suprême de l'éducation, que sa composition, que ses attributions, que ses règles de fonctionnement mettent au-dessus de tout autre organe, et donc le risque de conflit d'attribution de compétences, notamment avec le ministère, n'est pas à craindre ou est égal à zéro. Le corps électoral vient d'être convoqué. Et maintenant, quelle garantie ou quelle assurance le gouvernement dont vous êtes membre offre aux différentes formations politiques
pour que les élections-là ne soient pas taxées à nouveau d'exclusives? La première garantie que le gouvernement donne, mais c'est déjà la convocation du corps électoral à bonne date. Pour ceux qui ont suivi les péripéties de nos élections ces dernières années, tout a toujours été incertain. Et à la veille de scrutin majeur, on dit qu'il n'y a pas de fonds, la Sénat n'a pas d'argent. On a un nouveau système politique aujourd'hui qui va être expérimenté par tous les partis qui se sont mis en règle. Tous les partis politiques qui veulent aller à la compétition déposent leur dossier et auront leur récépissé dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées par la loi, unanimement ou consensuellement acceptées. Autre volet de l'actualité, il a été arrêté et sera présenté aux autorités judiciaires. Il s'agit d'un chef de file de bande de malfaiteurs dénommé Général Faletti. La police républicaine a rendu publique l'information ce matin. Je vous propose d'écouter le directeur général de la police républicaine. Depuis quelques semaines, il est observé dans certaines localités de notre pays des actes de violence et de vandalisme perpétrés par certains citoyens. Ces actes sont l'œuvre de groupes organisés ayant pour chef de file un gangster hors pair du nom de Faletti Biaou Ayodele Prudence, alias Général Faletti, né le 27 décembre 1990 à Parakou. Ces bandes de délinquants s'en prennent aux populations et les empêchent de vaquer librement à leurs occupations. Des actes de pillage ont été perpétrés çà et là dans diverses localités de notre pays. Même un véhicule du cortège du président de la Cour suprême en mouvement vers Parakou n'a pas été épargné. Le 9 janvier 2020, le dit véhicule a été saccagé et des documents importants ont été emportés. Ces vils individus, divorcés sociaux, sans foi ni loi, vont jusqu'à défier les forces de défense et de sécurité pour susciter l'adhésion des populations à leur cause. Ils se sont, ces derniers jours, montrés très actifs sur les réseaux sociaux en diffusant des enregistrements audio et vidéo qui incitent à la révolte, à la haine, à la désobéissance et à la violence. Aussi ont-ils proféré des menaces ouvertes à l'encontre des autorités et diverses personnalités de notre pays. La gravité de ces publications et les agissements de ces divorcés sociaux ont amené la police républicaine à réagir promptement pour mettre fin à ces pratiques très préjudiciables à la paix et à la concorde nationale. C'est ainsi que, grâce à son réseau de renseignement, cette vermine a été localisée et débusquée de sa cachette le jeudi 23 janvier 2020 dans un centre d'hébergement à Parakou. Il est déféré devant les autorités judiciaires pour répondre de ces actes. C'est ici le lieu de rappeler aux populations que le Bénin est un État de droit et que toute manifestation et tout moyen pour se faire entendre sont possibles pourvu que cela se fasse en respect des lois en vigueur dans notre pays. On s'intéresse maintenant à cette audience plénière à la Cour constitutionnelle. Les sages de l'institution ont examiné 2 dossiers. L'un est relatif à l'affaire des 3 ambulances achetées à plus de 400 millions de francs CFA au profit du ministère de la Santé et l'autre a des recours en inconstitutionnalité formés par les présumés assassins de Pierre Urbain d'Invo. Compte rendu. Kodjo Kossi-Alofa et Donatien Amoussou, présumés assassins de Pierre Urbain d'Invo, ont formé des recours en inconstitutionnalité de leur détention provisoire à la prison civile de Cotonou. Après examen de leur recours, les sages de la Cour constitutionnelle estiment qu'il y a violation de droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Considérant que les requérants exposent qu'ils sont en détention provisoire depuis 2010, sans avoir été présentés à une juridiction de jugement,
au mépris de la Constitution et des dispositions du Code de procédure pénale qui limite à 5 ans la durée de la détention provisoire en matière criminelle. Considérant cependant que depuis plus de 4 ans que le jugement a commencé, aucune décision sur la culpabilité n'est encore intervenue, de sorte que le droit à être jugé dans un délai raisonnable est violé. En conséquence, dit qu'il y a violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable. L'autre dossier examiné en audience plénière à la Cour constitutionnelle, c'est l'affaire des 3 ambulances achetées à plus de 400 millions de francs CFA au profit du ministère de la Santé. Considérant que les requérants exposent que dans une déclaration télévisée, le ministre de la Santé a annoncé que son ministère a acquis au profit de 3 zones sanitaires 3 ambulances pour un montant total de 495 millions de francs CFA. Que le lendemain, sur la page Facebook du ministère, un communiqué venait préciser que le montant annoncé était plutôt relatif à celui de 5 ambulances. Que plus tard, un autre communiqué du directeur des infrastructures, des équipements et de la maintenance du ministère de la Santé indique que les 5 ambulances ont en réalité été acquises pour un montant de 4 493 830 000 francs CFA. Selon eux, la variation dans l'information donnée par les cadres du ministère de la Santé viole l'article 35 de la Constitution. La Cour conclut que la variation de l'information donnée par les cadres du ministère ne viole pas la Constitution. Considérant qu'en réponse, le ministère de la Santé publique évoque une erreur dans la communication qui a été corrigée et qu'il conclut au rejet de la demande des requérants. Vu les articles 8 et 35 de la Constitution, il y a lieu de conclure à l'absence de violation de la Constitution. En conséquence, dit qu'il n'y a pas violation de la Constitution. Une année après son lancement officiel, la section France de l'Union progressiste a organisé sa première sortie hors de Paris. Au cours de cette rencontre qui s'est tenue à Lyon, le bureau directeur de la section s'est penché sur les enjeux de l'action politique du président Patrice Talon au Bénin. Enfin, le point avec Ricardo Loïc Picou. C'est ici, à Lyon, ville située dans le sud-est de la France et reconnue par son patrimoine architectural, que s'est tenue la rencontre. Dans les murs de la légendaire Société des missions africaines, les Béninois de Lyon se sont retrouvés pour la première manifestation hors de Paris de la section France de l'Union progressiste. Au menu des échanges, la nouvelle politique de développement mise en place par le président Patrice Talon. Sans relâche, le président de la République travaille à offrir un nouveau visage au Bénin et à favoriser un mieux-être aux populations. La section France de l'Union progressiste reconnaît les efforts du chef de l'État et l'accompagne dans ses actions. Le travail est dur et ce n'est pas avec une baguette magique qu'on peut changer les choses. Ce que nous pouvons constater, c'est que sur ce projet qu'il a fait, nous avançons doucement, avec quelques difficultés, mais dans le discours qu'il a eu à prononcer récemment, il a bien noté, ce n'est pas aussi facile de réaliser ce genre de choses, mais on trouve toujours les forces pour pouvoir avancer et nous souhaitons que ça continue de cette façon. Parler du développement économique de notre pays, parler du social de notre pays, venir voir comment le PAG arrime avec les ODD, ce n'est rien d'autre que faire aussi un peu la politique. Et c'est aussi la philosophie un peu de l'UP. Donc au final, le sentiment, c'est qu'il y a beaucoup de demandes à Lyon. Ils n'avaient pas l'information. Et c'est ce qu'on leur a apporté aujourd'hui. Et ils sont en demande, mais vraiment, nous, on est satisfaits de cette rencontre-là. Et nous pensons que très vite, on va certainement revenir pour continuer les discussions là où on les a laissées. Au thème des échanges, les Béninois de Lyon se réjouissent d'être mieux imprégnés des enjeux de développement contenus dans le programme d'action du gouvernement. C'était un après-midi de vérité, parce qu'il y a trop d'informations nauséabondes, nauséeuses, trop d'intox qui circulent. Et là, les Lyonnais ont compris, l'assistance a compris, il fallait voir combien elle était
enthousiasmé, a compris avec des preuves concrètes, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, le domaine de l'énergie, toutes les réalisations, tout ce qui a été fait de façon concrète, tangible, palpable, ça a été étalé au grand jour. Et là où est la lumière, les ténèbres fuient. Ça nous donne vraiment envie de nous envoler, de mettre bouchée double pour apporter notre modeste contribution à notre unique président qui a beaucoup de vision pour le pays. Et on aimerait que chacun de nous apporte sa pierre dans cet édifice. Cette rencontre de Lignon a permis d'installer un point focal de l'Union progressiste section France. Les responsables du bureau ont par ailleurs annoncé que la même action sera posée dans les autres grandes villes de France tout au long de cette année. Jean-Marc Adjovi-Boko est désormais conseiller technique du ministère des Sports. L'ancien capitaine des Écureuils du Bénin est entré officiellement dans ses nouvelles fonctions. Au détour d'une conférence de presse, le ministre des Sports a expliqué ce choix. Nous allons suivre ici Osvaldo Meki et Jean-Marc Adjovi-Boko sur des propos recueillis par Herman Rodrigue à Mégan. Monsieur Jean-Marc Adjovi-Boko, ancien capitaine de l'équipe nationale de football du Bénin, ancien capitaine du Racing Club de Lens et, comme vous le savez, membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique, mis en place par le président Emmanuel Macron, est désormais conseiller technique du ministre des Sports du Bénin. Cette décision, qui est le fruit de la volonté du chef de l'État, est justifiée par le simple fait que pour la mise en œuvre efficace de tout ce que nous avons entrepris comme projet et programme relatif au développement du sport en République du Bénin, nous avons estimé que toutes les compétences, toutes les expertises étaient indispensables. Le principe est tout simple. Jean-Marc Adjovi-Boko accompagnera le ministère des Sports sur la mise en œuvre des différents projets et programmes relatifs au développement du sport, ainsi que dans la recherche des financements et partenariats pour que le sport au Bénin devienne un outil de développement. C'est une grande fierté de revenir au pays. Vous savez combien j'étais fier il y a quelques années quand j'ai pris le capitanat de l'équipe nationale. Je le suis encore plus aujourd'hui parce que les enjeux sont encore plus grands. Le travail initié par le ministère, par Monsieur le ministre et le président de la République sont assez impressionnants. Et je tenais absolument à faire partie de cette reconstruction du sport béninois. J'ai eu la chance de rencontrer le chef de l'État qui m'a présenté aussi son plan d'action gouvernementale et qui m'a vraiment séduit, et je vais le dire ici, publiquement, de tout ce que j'ai vu en Afrique. Cette vision est certainement une des plus belles visions que j'ai pu voir sur le sport pour un pays. Ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre attention, mais ne partez surtout pas. Vous suivrez juste après le journal l'intégralité du nouveau rendez-vous, le gouvernement face à la presse, que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a accordé aujourd'hui aux hommes des médias, puis une émission sur la fin de la crise au sein des coopératives d'aménagement rural. Merci de votre fidélité à l'ORTB.